Avec 140 avions présentés chaque année devant 40 000 spectateurs, le plateau de Cerny-La Ferté-Alais est devenu le lieu du plus grand spectacle aérien d'Europe. Ce qui permet de suivre l'évolution de ces objets magiques qui permettent d'imiter et de faire mieux que l'oiseau, les ailes. Entre ce qu'elles étaient en 1908, soulevant miraculeusement un aéroplane volant à 50 km/h, et ce qu'elles sont aujourd'hui, permettant des vitesses ou des évolutions insensées, il y a un monde dont voici l'histoire. L'aviation de l'an 2000, c'est peut-être ceci, et c'est extraordinaire. Les figures de Brigitte de La Salle sont les premières expressions d'une nouvelle forme de pilotage sportif. Il s'agit d'une évolution et non d'un aboutissement. Car personne, absolument personne, n'aurait eu la folie de les imaginer il y a 90 ans, lorsque tout a commencé. Au début, l'extraordinaire était tout simplement ceci, une machine tirée par un moteur à pétrole et capable de voler. C'était, avant 1914, quelques années après l'invention du cinématographe, à une époque où sur Terre, le moteur le plus utilisé était encore la force du cheval. Pour épater les foules, ce que l'on appelait à l'époque l'aéroplane avait d'abord besoin d'un moteur puissant, fiable et léger. Mais faute de pouvoir obtenir tout en même temps, il fallait de grandes ailes afin d'emporter autre chose qu'un pilote et un peu d'essence. Cela se comprend facilement, plus la surface des ailes est étendue, plus il est facile de s'envoler. Le problème de ces années peut être résumé ainsi, les moteurs étant faibles, il fallait augmenter la surface des ailes, ce que l'on appelle la surface à l'air. Mais comment s'y prendre pour construire des ailes qui soient plus grandes en étant tout aussi légères et encore plus solides? Les constructeurs des premiers ponts en fer nous ont donné la solution. Le tablier d'un pont se courbe toujours sous son propre poids. Pour le redresser, il faudrait une intervention divine. Il peut être plus simple de lui donner la forme d'une poutre creuse pour le raidir sans l'alourdir exagérément. Deux ailes légères mais souples, assemblées en poutre, donnent ainsi une voilure de très grande surface, légère et robuste. Ainsi naquirent les biplans, voire les triplans. Grâce à l'astuce de la multiplication des ailes, il fut possible d'emporter un équipage, des armes, des bombes, de l'essence, pour se battre dans les airs en se contentant de puissances limitées. Face à l'ambition des hommes, qui est toujours en avance sur la technique et qui voulait voler de plus en plus haut, de plus en plus loin, on ne put compenser l'insuffisance de chevaux vapeur que par la multiplication des ailes. Mais cette recette a aussi des inconvénients. Les mâts et les câbles, indispensables à la rigidité, produisent une énorme traînée. Il fallut consacrer une part croissante de la puissance des moteurs à la lutte contre cette résistance à l'avancement. Pour diminuer la traînée, voler plus vite en perdant moins de puissance, on dut abandonner les ponts et revenir aux ailes d'oiseaux. Les oiseaux n'ont qu'une paire d'ailes, c'est-à-dire qu'ils sont monoplans. Or, dans les années 10, les monoplans ne dataient pas d'hier. Ils volaient vite, mais emportaient peu de charge. Les ailes trop souples de ces avions devaient encore être consolidées par des mâts et des câbles. Dans les années 20 et 30, ce fut presque toujours la règle, même si dans certains cas, les mâts des monoplans n'étaient là que pour rassurer les pilotes.
En fait, pour qu'une aile monoplane soit assez solide pour supporter un gros avion, pour qu'elle soit légère, grande, robuste, sans mât ni haubans, il faut qu'elle soit épaisse. On gagnera encore en épaisseur et en légèreté si elle est construite en fer et en aluminium plutôt qu'avec du bois. Le Junkers 52, surnommé Tante You de l'autre côté du Rhin, et la Grosse Julie côté français, était construit en tôle ondulée. Ce procédé mis au point en 1916 pour l'aviation par l'allemand Hugo Junkers permit de donner de la rigidité à une surface plane et mince. Ce n'était pas très aérodynamique, mais étant donné les vitesses des avions de l'époque, cela n'avait pas d'importance. Cet avion était engagé dans les troupes d'aviation suisses. Il a été acheté en 1939 pour l'armée suisse. C'est un gros avion avec un train classique. C'est un peu de la catégorie du DC-3, je suppose. Les systèmes sont très simples. Il n'y a pas de train rentrant, il n'y a pas d'hydraulique. Il y a juste de l'air comprimé pour faire fonctionner les freins. Et c'est assez lourd aux commandes, disons. Il n'y a pas d'autopilote non plus. Le seul truc qu'on a, c'est un GPS pour la navigation. Néanmoins, l'épaisseur importante des premières ailes monoplanes était aussi génératrice de traînées et ne permettait pas d'aller beaucoup plus vite. Voilà pourquoi le grand Junkers 52, qui était un géant au début des années 30, n'était pas plus rapide que les biplans. Certes, la technique progressait. On apprenait, grâce au métal, à construire plus grand et plus léger, mais il y avait encore de bonnes raisons de conserver les voilures biplanes. La première est que l'on ne savait toujours pas exactement comment un avion volait. Les pilotes étaient extrêmement dubitatifs face aux explications données par les savants. Tout ça, c'était compliqué. Il paraissait plus que jamais nécessaire de disposer d'un supplément de surface portante, puisque cela réduisait les risques dus aux erreurs de conception et de pilotage. On vit apparaître, bien sûr, des monoplans de plus en plus fins. Mais c'était pour battre des records de vitesse, comme les petits caudrons de la coupe Deutsch de la Meurthe à la fin des années 30, qui donnèrent d'ailleurs naissance à des avions de chasse. Atterrir lentement était le maître mot des champions de la sécurité. Or, rien de tel pour se poser lentement qu'un biplan. En 1919, les Britanniques avaient inventé des systèmes pour augmenter la surface à l'air au moment du décollage ou de l'atterrissage. Il s'agit, devant les ailes, des becs de bord d'attaque. Derrière les ailes, ce sont les volets. Ces systèmes sont appelés hypersustentateurs. Mais au temps des biplans, ils étaient considérés comme un luxe inutilement compliqué. Il fallut au moins 10 ans de plus pour que l'on commence à les employer systématiquement. Il était évident que le monoplan possédait un potentiel de développement que n'avait plus le biplan. Alors on fabriqua ces avions compliqués, pouvant dépasser 300 km/h, mais capables aussi de se poser lentement. Ce Lysander fut l'un des premiers avions équipés de becs et de volets. Certes, il était conçu pour décoller court plutôt que pour voler vite. Du coup, sa lenteur relative en fit une proie facile pour la Luftwaffe en 1940.
Malgré tout, grâce à ses qualités de vol à basse vitesse, le Lysander servit avec succès en allant de nuit déposer et reprendre des agents secrets de la résistance au cœur de l'Europe occidentale occupée par les nazis. Ces missions le firent entrer dans la légende. Peu à peu, le monoplan s'imposa, contraignant les ingénieurs à améliorer le rendement des ailes pour en réduire la traînée et augmenter la portance. De nouvelles formes apparurent. L'une des plus fréquentes à l'époque fut l'aile de mouette. Aux États-Unis, par exemple, elle procura une nouvelle jeunesse au Stinson Reliant de 1925, qui devint 10 ans plus tard le Stinson Gullwing, c'est-à-dire le Stinson aile de mouette. Mais plus on vole vite, plus la traînée prend de l'importance. Il faut donc encore améliorer l'aérodynamique. À l'aile monoplane munie de bec et de volets furent ainsi ajoutés les trains d'atterrissage escamotables, les verrières fermées, les revêtements métalliques lisses et le pas variable des pales, ceci pour maintenir le rendement des hélices à des vitesses de plus en plus élevées. Parmi les premiers avions modernes ainsi équipés, le meilleur fut certainement un petit avion de chasse remarquablement conçu par un jeune ingénieur allemand de 36 ans, Willy Messerschmitt. C'était le Bf 109. En 1939, il devint l'avion le plus rapide du monde. En les perfectionnant, on alourdissait les avions avec des blindages, des armes ou des systèmes et des équipements nouveaux. Dans un premier temps, ce fut une sorte de retour à la case départ, trop de poids pour la puissance disponible. On en resta donc aux grandes ailes. Ainsi, la première génération d'avions modernes est-elle caractérisée par une surface de voilure démesurée par rapport à la dimension des fuselages, le contraire de ce que l'on voit aujourd'hui. Ces avions conservaient certaines caractéristiques des biplans du début. Ils étaient manœuvrants, ils pouvaient tolérer beaucoup d'erreurs. Ils pouvaient aussi continuer de voler après avoir subi d'énormes dégâts. Ainsi, grâce à son immense surface portante, la lente Flying Fortress, alias forteresse volante, possédait une capacité extraordinaire. Elle pouvait encore voler sur un seul moteur si par exemple 3 moteurs sur 4 étaient détruits par le feu ennemi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'évolution des avions fut véritablement frénétique. Il fallut sans cesse combattre les progrès de l'adversaire par d'autres progrès sans le moindre répit. Mais on ne conçoit pas un avion comme ça, d'un coup de pouce ou de génie. La manière la plus simple de progresser consista donc à augmenter les puissances des moteurs.
Ainsi, en 1999, la fête de Cerny-la-Ferté-Alais présenta deux avions semblables, quoique très différents à l'usage. Un Curtiss P-40E de 1940 à moteur Allison de 1100 chevaux et un Curtiss P-40N à moteur Allison de 1400 chevaux. En 4 ans, le P-40 américain connut ainsi 5 moteurs différents de plus en plus puissants et le Spitfire britannique encore beaucoup plus. Le Messerschmitt 109 s'accommoda beaucoup moins de ces changements parce qu'il se révéla trop petit pour ces nouveaux moteurs. Tandis que l'on augmentait la puissance des moteurs, on vit apparaître une seule aile nouvelle, celle du North American P-51 Mustang. Une aile taillée comme une lame, pour les hautes vitesses, à manière avec délicatesse. Une aile qui ne tint peut-être pas toutes ses promesses, mais qui annonçait un nouveau monde pour les avions. Mais le fait de concilier les très hautes vitesses en vol et les basses vitesses à l'atterrissage devint de plus en plus difficile, malgré des volets de plus en plus grands. Aujourd'hui, dans le cadre du plus grand spectacle aérien d'Europe, la folie guerrière est devenue un pur plaisir. Ces avions porteurs de morts, mais aussi défenseurs de la liberté, sont devenus des bijoux, des objets d'art. La Ferté-Alais, pour moi, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux en matière de spectacle aérien en France. Je suis venu ici depuis les années 80 avec mon père. C'est définitivement le meilleur spectacle que j'ai vu. Près de 400 000 avions ont été construits pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 6 années, pas une minute ne s'est déroulée sans qu'un avion traverse le ciel d'Europe ou du Pacifique. Aux commandes, les pilotes étaient jeunes, hurlant d'enthousiasme et aussi parfois de trouille. Les avions étaient à leur image, bariolés aux décorations agressives. La fête de Cerny-la-Ferté-Alais reconstitue avec beaucoup de vérité le maelstrom de cette guerre pendant laquelle la vitesse des avions doubla. Elle était passée de 220 à 550 km/h entre 1918 et 1939. Elle passa de 500 à 1000 km/h entre 1940 et 1944.
Les bombardiers volaient parfois pendant 8 heures, avec des courants d'air à moins 20 degrés traversant le fuselage. Parfois, un radio facétieux diffusait sur le téléphone de bord tout ce qu'il captait. Peut-être Radio Berlin, un jour où Furtwängler dirigeait la 3e symphonie de Beethoven. Il ne faut pas oublier que pendant cette guerre, le combat fut mené avec autant d'acharnement dans les bureaux d'études des usines que sur les fronts. Les vainqueurs furent ceux qui disposèrent non seulement du matériel le plus efficace, mais surtout d'un plus grand nombre de pilotes et d'avions. Pour faire voler ces nouvelles ailes au-delà de 800 km/h, il fallait autre chose qu'un moteur à piston qui avait atteint ses limites.
Dans ce domaine, l'un des derniers princes fut le Spitfire 14 à moteur Rolls-Royce Griffon de plus de 2000 chevaux. C'est le plus bel avion du monde, de toute façon, quoi qu'il en soit. C'est celui qui est le plus racé et certainement le plus agréable à piloter. Mais il n'a que des qualités. Les défauts, il a un couple énorme qui est très difficile à gérer, en tout cas dans les premières heures, parce qu'habitué à voler dans d'autres Warbird, c'est assez déroutant de devoir compenser en permanence. Mais je crois qu'une fois qu'on l'a vraiment en main, c'est un engin extraordinaire. Voici enfin le dernier empereur des moteurs à piston, le plus puissant de tous les monomoteurs à hélice allant jusqu'à 3500 chevaux. Avec ce Sky Raider, la dynastie des grandes ailes arrive à son summum et donc à sa fin. À l'époque, c'est comme ça que l'on faisait les avions. Turboréacteurs occidentaux. L'ère nouvelle est celle du turboréacteur, beaucoup plus puissant que le moteur à piston à masse égale. Son apparition, après celle des volets, des becs et celle des ailes minces, permit aux petites surfaces à l'air de triompher. Voilà le vampire qui va nous dire en... Petites ailes pour voler vite, certes, mais au décollage, elles étaient insuffisantes pour compenser le défaut d'accélération des premiers réacteurs. Alors, on allongea les pistes sur les aérodromes et l'on finit même par avoir encore recours aux hélices qui accéléraient beaucoup plus fort. Hélices et turboréacteurs mélangés donnèrent donc naissance aux turbopropulseurs qui devinrent peu à peu d'excellents substituts du moteur à piston de grande puissance, plus simple à utiliser et plus léger. Ils donnèrent ainsi une nouvelle jeunesse aux avions de l'ancien temps, celui des grandes surfaces à l'air encore fort utile pour certaines tâches, notamment pour décoller sur des pistes courtes ou par exemple pour attaquer un feu à faible vitesse dans un fond de vallée et reprendre de l'altitude au plus vite.
Tant qu'il ne vola pas trop vite, l'avion à réaction put se contenter de petites ailes qui étaient presque la reproduction, à échelle réduite, des dernières ailes à haut rendement dessinées pour les derniers avions à moteur à piston. Cependant, lorsque le turboréacteur atteignit sa maturité et put exprimer des puissances 5, 10, 20 fois supérieures à celles des moteurs à piston, l'aile changea du tout au tout. C'est sur les avions de combat que la transformation fut la plus nette. L'aile devint comme un fer de lance, effilée, très mince, de faible envergure et très rigide. Elle fut bardée de becs et de volets pour compenser un peu son manque de surface à basse vitesse. Pour le reste, les pilotes apprirent à tenir compte d'un plus grand nombre de paramètres de vol et à se poser à des vitesses proches de la vitesse de croisière des chasseurs biplans, c'est-à-dire entre 200 et 300 km/h. Cependant, sur les porte-avions, même avec les appareils supersoniques ultra perfectionnés des années 60, le dilemme de 1940 existait toujours. Il fut aussi difficile de concilier la nécessité d'apponter lentement et l'obligation de voler le plus vite possible sur le Corsair de 1940 que sur le Crusader de 1955, 2,5 fois plus lourd, presque 10 fois plus puissant. Voici un spectacle que vous ne verrez plus puisque les Crusaders français ont cessé de voler en décembre 1999. Avec des ailes qui se soulèvent à l'atterrissage, à la fois très fines et très grandes, que d'autres perfectionnements subtils devaient encore améliorer, jusqu'à nos jours. L'évolution des ailes ne fut pas seulement dictée par le besoin de vitesse. À partir des années 30, le pilotage moderne la transforma aussi profondément. En effet, à cette époque, on commença à comprendre ce qui se passait autour des ailes, ce que l'on appelle les lois de la mécanique du vol. Ces lois déterminent les règles de pilotage. Ainsi, l'acrobatie de quelques cascadeurs devint rapidement ce que nous appelons la voltige, l'art du pilotage pur. Toutefois, faute d'un marché suffisant, il n'y eut guère d'avions spécialement conçus pour la voltige. L'un des premiers représentants de cette petite famille d'avions, né en 1935, est toujours aussi brillant 65 ans plus tard. C'est le minuscule Bucker 133 allemand, très léger, tiré par un moteur de 160 chevaux. Mon premier avion que j'avais tant désiré, ça a été un Bucker Viewmaster et cet avion, celui que pilote mon fils actuellement, il a 30 ans. Il y a 30 ans que nous le possédons, c'est un des premiers avions de la famille. J'ai beaucoup volé avec mon fils Edmond dans des avions ensemble, mais il faut dire que c'est la première fois où on fait un vol en patrouille et je trouvais ça sympathique, donc on s'est dit pourquoi pas avec deux avions de cette époque-là, on ne ferait pas un petit lieu aujourd'hui. C'est ce qu'on a essayé de faire, c'était une petite idée sentimentale qui est d'abord venue de mes copains en disant il faut que la famille Salis, on les voit tous ensemble en l'air, et bien aujourd'hui c'est une chose faite, quoi. C'était sympa de voir mon rejeton devant moi.
La voltige en patrouille se développa avec des avions aux gouvernes plus puissantes. En général, on vola ou en termes de pilote, on tourna la voltige sur des avions écoles peu puissants, mais doués d'une grande surface à l'air, grâce à laquelle ils pouvaient manœuvrer assez lentement, en toute sécurité, entre 100 et 250 km/h. Nous avons voulu faire un hommage, en quelque sorte, à la célèbre patrouille d'Étampes, qui était une patrouille créée par des pilotes de l'armée de l'air dans les années 50 à Étampes, donc une école de pilotage de l'armée de l'air, et qui est un petit peu l'origine, on peut dire, de la patrouille de France. Bien, nous venons de nous aligner sur la piste et nous allons débuter le décollage en patrouille série A3. Signe du leader, c'est parti. Donc le leader est dans l'avion jaune, je suis équipier dans l'avion gris, donc à gauche, et de temps en temps nous apercevrons l'équipier de droite. Là on met un peu de puissance pour aller prendre les repères de patrouille serrée. Nous montons quelques instants et sur ordre du leader on va virer par la droite dans un premier temps. Alors les repères de patrouille serrée sur ce type d'avion, eh bien nous mettons la tête du pilote leader sur la flèche de haut-banc des ailes de droite et nous alignons la flèche de haut-banc des ailes de gauche sur le bout de l'avion, sur le cône d'hélice. Voilà, on vient de passer face publique, on vire par la gauche, on effectue une oreille. Là on voit nettement les coups de gaz en réduction et en puissance pour tenir la place, pour tenir les repères. Là on va se représenter face publique pour une oreille à droite. On essaie toujours de maintenir en patrouille un étagement nul, c'est-à-dire qu'il faut être dans le plan des ailes de l'avion du leader. Voilà, sur ordre du leader, on va prendre la position de colonne. Voilà, le numéro 2 glisse sous l'avion du leader et le numéro 3 moi-même vient sous l'avion numéro 2. Là, un peu de puissance pour venir en place. Voilà, et je viens mettre les deux roues de l'avion de devant sur mon réservoir. Alors le but, c'est d'être parfaitement parallèle au fuselage des avions de devant. Voilà, donc là le leader effectue une petite prise de vitesse pour effectuer l'éclatement. C'est toujours plus confortable avec de la vitesse. Le leader part sur l'horizon, virage par la gauche pour moi, pratiquement à 80 degrés d'inclinaison. Un petit coup d'œil pour voir l'avion de l'autre côté. Et là on va effectuer un croisement avec l'équipier de droite dans l'axe de piste. Et au top croisement effectue un tonneau. Tonneau par la droite. Ça tourne. Stabilise, virage à droite. Au cours de ce virage à droite, mon équipier qui m'a croisé va venir me rassembler. Et pendant que mon équipier me rassemble et que nous allons effectuer en patrouille serrée un 360 au-dessus de la piste, l'avion leader monte, prend l'altitude pour effectuer une voltige en solo. Je viens de réduire les gaz pour faciliter le rassemblement de mon équipier. Là, on voit des mouvements très, très brefs, très brutaux. En fait, c'est ma tête qui regarde. Hein, la caméra est sur le serre-tête. Donc c'est très bref, très rapide. À cette époque, dans ces avions, la voltige se tournait la tête à l'air, sans radio ni équipement barbare, et les pilotes pouvaient vraiment se prendre
pour des oiseaux. Les premiers avions de voltige modernes, monoplans à train escamotable, vinrent assez tard dans les années 60. Ce furent les Zlin tchécoslovaques, dérivés de biplace École. Cependant, une fois encore, faute de puissance, ont dû agrandir la surface alaire pour faciliter les évolutions. Puis le mouvement s'accéléra. Vint le phénomène, le Pitts américain qui bouscula le monde de la voltige des années 70, bien qu'étant né 25 ans plus tôt. Pour être très petit, très léger, très robuste avec les matériaux de l'époque, il fut construit biplan. Peu importaient les mâts et les haubans. Sa vocation n'était pas la vitesse. Lorsqu'il fut doté d'un gros moteur de 260 chevaux, il devint tout simplement le plus agile de tous les avions. Voici les véritables descendants de la patrouille des instructeurs de l'école de perfectionnement au pilotage de l'armée de l'air à Étampes. Lieutenant Thierry Maranda, équipier numéro 3. Capitaine Vérité, équipier numéro 3. Lieutenant Meneghetti, équipier numéro 2. Capitaine Damestoy, équipier numéro 2. Capitaine Etcharmark, leader. Cette année, nous avons la grande joie de fêter le 10e anniversaire de la patrouille Cartouche Dorée. Et depuis 5 ans maintenant, nous sommes à part entière une patrouille officielle de l'armée de l'air, au même titre que la patrouille de France. Nous représentons tous le savoir-faire de l'école de pilotage de l'armée de l'air, puisque nous sommes tous instructeurs à cette école de pilotage. Cartouche Dorée, la patrouille des instructeurs du groupement école de l'armée de l'air à Cognac, que l'histoire a doté d'un curieux avion, le TB-30 Epsilon, compromis entre des impératifs économiques et des besoins techniques. Destinés à un apprentissage aussi rapide que possible des futurs pilotes de combat, ces avions marient hélices et moteurs à piston avec des ailes ultramodernes qui leur permettent d'évoluer, même s'ils sont loin d'être aussi rapides, comme les avions de combat à réaction que les élèves piloteront plus tard au cours de leur formation. Après les volets et les becs, après le turboréacteur, après les pilotes eux-mêmes, c'est l'électronique qui, une fois de plus, transforma les ailes.
L'ordinateur est entré dans les postes de pilotage au cours des années 70. Ce fut, sans bruit, une autre révolution. L'ordinateur balaya les vieilles certitudes et donna aux avions des aptitudes nouvelles. Ajouté aux turboréacteurs très puissants, aux ailes très petites, aux volets et au bec, l'ordinateur a concilié l'inconciliable. Sur les avions civils, comme les Airbus, il a permis de réduire la surface des ailes et donc la traînée aérodynamique consommatrice inutile de kérosène. Aux avions de guerre, il a procuré des capacités d'évolution incroyables, même à basse vitesse. Des qualités de vol dont même les grandes ailes biplanes n'avaient pas toujours été capables. En cette fin du XXe siècle, l'évolution des ailes continue. Voici venir l'aviation de demain. Par quelle magie on arrive à maintenir en vol stationnaire un Sukhoi 26 ? Avant tout, il faut y penser, il faut avoir envie de le faire. Après ça, il faut beaucoup s'entraîner, il faut avoir l'avion qui permet de le faire, donc qui a beaucoup de puissance bien sûr. Et il faut aussi une bonne connaissance de l'aérodynamique. Le résultat de ce que vous voyez, c'est 5 années de travail. Je veux dire, c'est pas du jour au lendemain que j'ai pu faire ça. Ce qui est certain, c'est que l'aviation continuera de nous étonner. Et il en sera ainsi tant que les hommes et les femmes se donneront des ailes. Donc si vous avez le cocktail du bon pilote et du bon avion, vous avez tout ce qu'il faut pour gagner. Donc à vous de voir.